Bon, bonjour à tous. Merci d'être là. On va attendre encore quelques minutes avant de commencer. À ceux qui viennent d'arriver, bonjour. On va commencer dans un petit instant.
Super. Bonjour à tous. Bon. Bon. Bien, aujourd'hui, on a professeur Fanny Chevalier, qui est professeure au département d'informatique à l'Université de Toronto. Super. Bonjour Fanny. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Parfait. Ben, je te laisse aller, Fanny. Bonjour à tous. Avec plaisir. Super. Alors, je vais partager l'écran. Tout devrait fonctionner correctement ici. Est-ce qu'on voit bien les slides? J'ai le chat qui est dans la vue. Je vais peut-être essayer de fermer ici. Hop. Est-ce qu'on voit bien mon écran? J'entends rien, je ne vois pas où c'est en différé un petit peu. J'entends personne, donc je voudrais peut-être un signal que tout Oui, fonctionne. Fanny, on voit bien la Ok, diapo. super, merci. Oui, ça va. De rien. Ok, bon, ben, je vais commencer alors. On va essayer de faire une présentation un petit peu interactive. On va voir comment ça se passe avec Facebook, le chat et les choses. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à tout coordonner, mais si c'est compliqué, je vais quand même essayer que ce soit assez interactif de votre côté avec des petites activités et tout ça. Mais pour commencer, merci beaucoup de m'accueillir pour cette présentation. C'est toujours un plaisir de partager ma recherche, de discuter de ma discipline de recherche, et notamment à des plus jeunes publics. Donc, on a l'habitude de discuter de nos recherches avec nos autres collègues chercheurs, mais c'est important d'aussi communiquer parce que j'aurais bien aimé avoir eu ce privilège quand j'étais plus jeune, de connaître un petit peu plus le monde de la recherche quand j'étais au lycée ou à l'université dans les premières années. Et donc j'aime toujours répondre à l'appel quand on me propose ce genre d'intervention. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité et merci d'être là pour écouter ma présentation aujourd'hui. Donc, j'ai intitulé ma présentation L'humain dans la boucle parce que c'est souvent les choses auxquelles on réfère quand on parle de systèmes informatiques de nos jours. Les systèmes informatiques nous aident à faire beaucoup de choses et on parle toujours de comment ramener l'humain dans la boucle. Et donc, je vais couvrir au travers de cette présentation un petit peu un aperçu de la recherche en interaction humain-machine, interaction personne-machine, interaction homme-ordinateur. Il y a plein de versions de la même discipline, mais d'un côté, on a l'humain et d'un côté, on a des systèmes informatisés et comment on facilite le dialogue entre les deux. Donc, comme Rim l'a dit, je suis assistant professeur. Donc, j'ai découvert récemment que c'est professeur adjoint en français à l'Université de Toronto. Il n'y a pas l'équivalent en France, c'est pour ça que je connais pas le terme. Je viens initialement de France, mais je travaille à l'Université de Toronto et je suis affiliée donc dans le département d'informatique et de statistique, mais je suis informaticienne de formation. Et donc, je fais partie, avec de nombreux autres collègues professeurs, du laboratoire qui s'appelle Dynamics Graphics Project, qui en fait est un laboratoire où on fait de la recherche en informatique graphique, qui n'est pas ma discipline, et aussi en interaction homme-machine. Donc, pour essayer, pour tester, pour se mettre un petit peu en jambe, pour voir l'interactivité de la présentation, je vais essayer de suivre sur le chat. Une première question pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'informatique graphique ou le computer graphics? Donc, ce qui est la discipline qui est de recherche pour laquelle mes collègues se concentrent essentiellement. Qu'est-ce que ça vous évoque, l'informatique graphique? Est-ce que vous pensez à quoi ça sert? Et donc là, si quelqu'un peut m'aider à me dire ce qui se passe dans le chat, s'il y a des réponses, ou sur Facebook, j'essaye de voir, mais je ne vois pas de commentaires pour l'instant.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler du terme informatique graphique ou computer graphics? Donc, pour vous mettre sur la piste, peut-être, est-ce que ça vous parle? Toy Story. Donc, Toy Story, c'est un film d'animation. Vous avez certainement dû voir les premières versions de Toy Story. La première étant sortie dans les années 90. Et vous avez donc là une image sur la gauche du rendu d'un des personnages dans le dessin animé, qui a été fait par ordinateur. Et on a le rendu du même personnage quelques décennies plus tard, en 2019, dans l'un des plus récents Toy Story. Et donc, la discipline d'informatique graphique est donc la discipline qui permet de réaliser de meilleures images simulées par ordinateur, si vous voulez. Donc, on voit bien le changement de rendu quand on regarde ces deux images. On a quelque chose d'assez simpliste avec des éclairages qui sont pas forcément très réalistes dans les années 90, et puis des limitations en termes de la forme des personnages. Et puis, si vous avez vu les dessins animés, vous allez voir la synchronicité des mouvements de la bouche, le regard et même toute la gestuelle du corps des personnages. Ça a beaucoup évolué et on a des rendus qui sont de mieux en mieux maintenant. Donc ça, ce sont des choses auxquelles le computer graphics ou l'informatique graphique s'intéresse. On a la même chose avec les jeux vidéo. Vous avez ici un exemple de Tomb Raider. Lara Croft en 1996, qui était assez rudimentaire en termes de son corps, très, 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 très bloc, pas beaucoup de détails, parce qu'on avait des limitations au niveau graphique et au niveau du rendu. Parce qu'à chaque fois qu'il faut calculer une image, quand vous avez quelque chose qui est rendu à l'ordinateur, à chaque fois qu'il faut calculer une image, il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être calculées, beaucoup de choses. Et donc, pour qu'il y ait une expérience au niveau du joueur, eh bien, on ne peut pas se permettre d'avoir à calculer trop de choses, sinon on aurait une image toutes les 20 secondes et ce n'est pas suffisant. On aurait quelque chose de très, très, très saccadé et ça ne donne pas une bonne expérience de jeu. Mais avec l'évolution de l'informatique graphique, on a maintenant la possibilité d'avoir des rendus qui sont beaucoup plus réalistes, beaucoup plus riches en termes du graphisme. Et du coup, ça permet d'avoir des jeux et des films qui ont des expériences pour l'audience ou pour les joueurs qui soient beaucoup plus intéressantes. L'informatique graphique, ainsi, à chaque fois que vous allez voir un film au cinéma, tous les films modernes, je pense, ou en tout cas probablement 99% des films, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a énormément de films, sinon tous, qui ont des effets spéciaux. Et donc ça encore, c'est les effets spéciaux, ce sont des choses que permettent l'informatique graphique. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire. Là, on a l'acteur qui était à la fois un acteur dans, je ne sais plus quel est le film à gauche, mais dans la vraie vie, il avait une moustache, mais il devait en même temps jouer le film de Superman. Et il ne pouvait pas donc raser sa moustache pour continuer justement son rôle d'acteur dans le film qu'on voit ici à gauche. Et apparemment, un budget monstre a été dévoué à gommer artificiellement, donc avec les ordinateurs, gommer la moustache pour avoir un Superman avec un visage complètement rasé de très près. Donc ça, c'est assez rigolo si vous voulez voir sur Internet. Et donc ça aussi encore, c'est de l'informatique graphique. J'ai dit qu'il y a beaucoup de films qui permettent d'ajouter des effets spéciaux. Il y a beaucoup, surtout sur les foules, les décors, beaucoup de choses sur tous les films qui sont un petit peu qui sortent de l'ordinaire dans le monde du fantastique, si vous voulez. Et c'est très, très difficile maintenant de savoir quel est le vrai du faux quand on regarde un film. Donc là, j'ai un exemple avec 2 films, Interstellar, qu'on a ici à gauche. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a cette scène. Et on a le Wolf of Wall Street. Et donc la question, c'est lequel de ces deux est donc le plus réaliste et qui contient le plus de vrais éléments.
Et en fait, on se rend compte que dans cet exemple, le Wall of Wall Street, ils ont vraiment pratiquement rien qui est vrai, juste le pavement. Alors que dans Interstellar, eh bien, le réalisateur avait fait construire tout ce décor complètement surréaliste pour voir Interstellar. Donc tout ça pour dire que l'informatique graphique, c'est une discipline qui permet de faire donc le rendu des images, donc tout ce qui est la simulation physique, tout ce qui est la simulation de mouvements de cheveux, de poils d'animaux, de fourrures, etc. Vous avez beaucoup de choses de ce type, donc sur lesquels s'intéressent les chercheurs en informatique graphique, comment on peut avoir des rendus toujours plus réalistes, comment on peut avoir des algorithmes toujours plus performants pour justement faire ces simulations plus rapidement, de manière à produire une expérience de qualité au niveau de l'audience. Donc ça, c'est pour l'informatique graphique. C'est ce que font mes collègues dans le cadre du DGP. Moi, je suis plutôt un chercheur, une chercheuse en interaction humain-machine, Human-Computer Interaction. Et donc, ce à quoi je m'intéresse, donc, c'est vraiment ce dialogue qui existe entre l'ordinateur et la personne pour faire des tâches diverses et variées. Donc, pour vous faire comprendre un petit peu l'intérêt de l'interaction machine ou vraiment comprendre l'essence de cette discipline de recherche, j'ai quelques petites activités ici. Et donc, vous pouvez suivre, j'espère, avec moi, avec les animations. Et je vais commencer par cet exemple-là. Donc, vous pouvez poster dans le chat aussi, j'arrive à voir sur le côté. Et on va voir comme ça si on peut avoir un petit peu quelque chose d'interactif. Donc, j'adore cet exemple parce qu'ici, on a deux tables qui sont présentées. Et ce que vous voyez probablement, parce que c'est normal, c'est deux tables de taille complètement différentes. Il y a la table de gauche qui semble qu'il soit bien longue et qui part comme ça vers le fond de la pièce, alors que l'autre table qu'on voit à droite va être de forme plus carrée, avec des proportions plus mesurées, plus égales. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc là, je suis en train de mettre en couleur la forme exacte de la table qu'on a à gauche et je vais faire une petite animation, déplacer ce rectangle, enfin ce losange avec la perspective sur l'autre table. On a en fait deux tables avec exactement la même surface. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce que nous disent nos yeux. Et j'adore cet exemple parce que j'ai jamais réussi à voir quelque chose de différent qu'une table allongée et une table carrée. Donc c'est assez impressionnant. J'ai un autre exemple ici. La question typique, c'est qu'est-ce que vous pouvez dire si on vous demande de comparer les deux cercles orange dans cette image. Et donc là encore, votre cerveau et votre œil vont vous dire le cercle qui se trouve à gauche, il est plus petit que le cercle orange qui se trouve à droite. Et pourtant, non. Faites l'expérience vous-même. Vous pouvez faire pause sur la vidéo à loisir ou reproduire ça vous-même avec un dessin. Les deux cercles orange ont exactement le même diamètre. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on voit. Encore un autre exemple ici. On a deux segments arqués ici, le segment A et le segment B. Et encore une fois, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ces deux segments. Donc, la réponse, ou c'est la chose que vous voyez immédiatement, ça va être l'arc B est bien plus long que l'arc A. On voit très bien la différence. Il n'y a pas photo. Et pourtant, si on anime ici encore, hop, on met le B en haut et tout d'un coup, on a un effet inversé. Qu'est-ce qui se passe? On le remet en dessous, tiens, il est plus long à nouveau. Et en vrai, si on regarde bien de plus près, si on les superpose, ils ont exactement la même taille. Donc là encore, c'est l'œil et le cerveau qui nous jouent des tours. C'est une illusion d'optique et c'est intéressant de voir que justement, on ne peut pas tellement croire ce qu'on voit. On dit toujours, je crois ce que je vois, mais est-ce qu'on voit vraiment très bien? La question est posée. Encore une fois, je vous encourage à faire l'activité vous-même à la maison pour voir de vos propres yeux comment vos yeux ne voient pas si bien.
Encore un autre exemple ici. Là, je montre des exemples un petit peu avec la couleur. Qu'est-ce qu'on peut dire de la bande grise qui se trouve au milieu de l'image ici? Et en fait, comme tout le monde, et moi y compris, ce que vous devriez voir, c'est une bande grise qui va de gris clair vers gris plus foncé. Et là encore, je vous ai eu, on a une bande grise qui est en fait exactement le même gris tout le long. On a cet effet de perception parce que le fond, qui est un gris avec un dégradé du plus foncé vers le plus clair, suggère, l'œil et le cerveau compensent ce qu'ils voient dans le fond et puis interprètent le gris différemment. Donc c'est assez fascinant, j'ai encore d'autres exemples. Ici, le gris que l'on voit à gauche dans la rétine de l'œil est exactement le même gris qu'on voit bleu du côté où la personne a un voile jaune sur le visage. Donc là, c'est encore plus étrange. C'est même pas un gris qu'on voit plus clair ou plus foncé, c'est un gris qu'on voit bleu maintenant, alors que c'est pas du tout une couleur bleue si vous regardez vraiment les valeurs de la couleur en elle-même. Et donc ça encore, c'est un effet d'optique qui est causé par le fait que le fond soit jaune, et du coup, on compense et ça nous donne un effet de bleu. Et vous avez dû certainement, si vous vous rappelez, quelques années, je ne sais pas si vous avez vu ce débat sur cette robe qui était, est-ce qu'elle est bleue et noire ou est-ce qu'elle est blanche et dorée? Donc tout un tas de questions et de débats à propos de cette robe. Et donc probablement certains d'entre vous vont la voir bleue et noire, et certains d'entre vous vont la voir blanche et dorée. Moi, je la vois blanche et dorée la plupart du temps, et une fois, je l'ai vue bleue et noire. J'ai réussi à voir l'autre truc. Et donc là, encore, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, c'est vraiment les lois de la perception qui suggèrent qu'on va voir la robe d'une façon ou d'une autre. Et donc ça dépend de la façon dont votre cerveau va reconstruire cette scène. Et en fait, ce qui se passe, donc on a exactement la même couleur, mais ce qui se passe ici, c'est que si vous voyez la robe bleue et noire, c'est parce que votre cerveau reconstruit une scène qui est illuminée et vous allez voir la robe comme si elle était illuminée et normalement, si elle était complètement dans la lumière, on la verrait comme noire et bleue. Par contre, si comme moi, vous avez l'impression que la robe, ou votre cerveau vous suggère que la robe se trouve dans une zone ombragée, et c'est comme ça que moi, mon cerveau me fait reconstruire cette robe, eh bien, vous allez voir la robe blanche et dorée, parce que quand cette robe blanche et dorée est à l'ombre, ben, on a des teintes bleues qui viennent sur le blanc, etc. Donc c'est vraiment la façon dont le cerveau reconstruit. On reçoit des signaux avec les yeux, mais c'est pas tout. Donc il y a des choses que l'on connaît sur la façon dont on reçoit les informations, mais après il y a le cerveau qui vient faire tout un tas de calculs sans qu'on le lui dicte et pour reconstruire le monde tel qu'on le voit et suggérer des choses plausibles ou des choses que l'on connaît. Et donc c'est pour ça qu'on a ces illusions d'optique. Donc pourquoi c'est important? Pourquoi je vous parle tout ça? On dit les ordinateurs, etc., interaction humain-machine. Donc pourquoi je vous parle de la façon dont les gens perçoivent les choses, etc. Eh bien c'est important parce que quand on travaille en interaction machine comme moi, vous avez besoin de créer tout un tas de systèmes, tout un tas de ressources pour aider les personnes à faire des tâches. Donc par exemple, une des tâches pourrait être comment on interprète des données. Et donc là, j'ai un exemple d'un graphique en camembert, comme on dit, un pie chart en anglais, qui présente donc des informations quelconques ici, donc 6 objets et la répartition de ces 6 objets, disons, dans un magasin. Donc la perception, c'est important ici parce que ça nous permet de pouvoir estimer comment la personne va voir cette information et la décoder et ensuite l'interpréter. Est-ce qu'on va finalement l'aider à résoudre un problème qui a besoin de raisonner autour des données ou est-ce qu'on va au contraire rendre la tâche plus difficile? Donc par exemple, si je vous pose la question, qui est plus grand, A ou C? Et de combien? Donc A c'est en bleu foncé et C c'est en jaune. Donc, je vous laisse réfléchir à la question et de combien c'est plus grand. Peut-être plus difficile. Qui est plus grand, B ou C?
Fanny, je te dire que c'est un peu décalé entre Facebook et Zoom. Donc, la vidéo en Ah, direct vient quelques secondes après sur Facebook. donc il faut que je parle et que j'attende à chaque slide, peut-être? Ben, juste pour les réponses, peut-être attendre un peu pour être Ah, qu'ils sont bien entendus sur Facebook. oui, là, j'attends pas tellement de réponses. C'est plus pour réfléchir dans sa tête. Chacun peut se formuler Parfait. sa réponse. C'est pas très important. L'important, c'est de faire l'exercice à la maison dans sa tête. J'attends des réponses sur d'autres activités, mais pour celle-ci, c'est pas très important d'avoir directement le feedback. Donc, pour cette deuxième question, qui est le plus grand, B ou C, le B est en vert et le C est en jaune. Et donc, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Là, je représente exactement les mêmes informations, mais j'utilise un type de représentation différent. Donc là, on a maintenant un graphique de type barre, histogramme. Et du coup, l'information, les deux questions que je vous ai posées tout à l'heure, est-ce que A est plus grand que C? Est-ce que B est plus grand que C et de combien? Ben là, on arrive beaucoup plus facilement à voir la différence. Donc, c'est assez intéressant de savoir ça. Et donc, parce que la prochaine fois que je vais vous montrer une telle information, si je veux faire passer mon message de manière précise et de manière efficace, je vais plutôt choisir la représentation de droite plutôt que la représentation camembert, parce que camembert, à part si j'ai pas besoin que vous ayez une vue très précise des données, la représentation camembert, on sait parce qu'il y a eu plein de recherches donc en psychologie cognitive, qui est une des disciplines qui est étroitement liée à l'interaction en machine. On sait que la personne va être va avoir plus de difficultés à estimer les angles dans une représentation camembert que estimer des longueurs et comparer des longueurs dans une représentation de type barre. Et donc, ce savoir, il est important parce que, du coup, en tant que concepteur d'interface ou concepteur de ressources pour aider la personne à faire quoi que ce soit comme tâche, eh bien, on sait quel est le meilleur choix à prendre. On dit, ah, je pense que ça va marcher mieux parce qu'on sait, via des expériences de recherche, que la personne va percevoir, va être plus efficace à estimer les quantités dans la représentation de droite. Et donc, on sait tout un tas de choses en perception et en visualisation. Par exemple, on sait bien qu'une représentation camembert comme ça, qui est penchée, montrée en perspective, déjà, on n'y arrive pas bien quand elle est bien plate et les proportions sont bien respectées, mais ici, si vous pensez un petit peu à cette chose, et vous pouvez faire l'expérience avec une vraie boîte de camembert, vous dessinez des portions, et puis vraiment des portions égales, et vous penchez la boîte de camembert. Et si vous la penchez, vous allez voir que les segments qui se trouvent le plus au fond, ils ont tendance à être réduits, en fait, parce que c'est l'effet de perspective, et on va voir, du coup, beaucoup plus de difficultés à estimer les valeurs et à comparer les valeurs correctement. Donc, si vous regardez dans cet exemple le segment bleu foncé, qui est 13%, normalement, il est 2 fois moindre que le segment jaune, qui est de 27%. Et pourtant, on a une portion de camembert qui domine la jaune, qui est très grosse, alors que non, elle devrait être juste 2 fois plus importante que l'autre segment. Donc, c'est une très mauvaise idée. S'il y a un truc que vous pouvez retenir de cette présentation, c'est très souvent une mauvaise idée d'avoir des représentations ou des effets spéciaux comme ça pour vos visualisations, parce qu'en fait, ça vient bruiter notre capacité à décoder l'information correctement, parce que tous les angles sont déformés, etc. Et on a le même problème avec tous les effets en 3D comme ça pour le type barre. Ici, donc, même si on ignore les problèmes qui sont causés par l'occultation, on a les barres jaunes, on ne les voit même pas parce qu'elles sont cachées par les barres oranges, on ne voit même pas les barres des citrons au fond parce que les barres marron, elles sont perdues dans la profondeur de notre graphique. Mais si je vous demande de regarder, par exemple, les pommes, donc les oranges, les pommes qui sont représentées en barre orange en janvier, c'est difficile aussi de tracer la ligne pour regarder quelle est la valeur exacte sur l'axe des Y, parce que l'axe il part dans la profondeur et donc c'est vraiment compliqué. Et donc ça, on le sait parce qu'il y a eu plein d'expériences. Bon, là, c'est un exercice très facile à faire
mais il y a vraiment des mesures scientifiques et des expériences à répétition que vous demandent, tiens, quel est le stimuli, c'est ce type de graphique. On vous pose une question bien précise et puis on mesure à combien si vous répondez rapidement et quelle est l'erreur de réponse. Et du coup, vous allez voir, on peut mesurer comme ça à quel point on est bon ou moins bon à répondre à des tâches, étant donné des différents types de visualisation ou ce type de choses. Donc, encore un autre exemple ici que j'aime beaucoup parce qu'on voit encore énormément ce type de graphique. Donc ici, je vais peut-être faire la pause un petit peu, comme ça je collecte quelques idées. Donc, pourquoi vous pensez que je trouve que c'est un graphique intéressant et un graphique qui me dérange? Donc, ce graphique, il montre l'évolution du nombre d'iPhone qui ont été vendus au total depuis 2008. Donc, si vous regardez, enfin, ou un petit peu avant 2008. Donc, c'est la valeur cumulée que vous voyez. Donc, ça ne peut que croître. Et à chaque fois qu'on a un peu plus d'iPhone qui sont vendus, on a la même valeur et on incrémente un peu plus d'iPhone qui sont vendus. Pourquoi je pense que ce graphique, il est potentiellement problématique? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles sont nos conclusions? C'est waouh, les iPhones sont devenus vachement populaires, ou qu'est-ce qu'on peut dire? Et je vais vous laisser un petit peu quelques instants de partager sur Facebook. Je ne vois pas de réaction pour l'instant. On ne voit pas la quantité. Olga nous dit on ne voit pas la quantité. Donc c'est sur la bonne piste. Et je pense que ce que Olga suggère ici, c'est qu'on ne voit pas la quantité d'iPhone qui ont été vendus chaque année. Donc c'est difficile pour moi de dire si il est traître, exactement, Catherine. Ce graphique peut être traître si notre question c'est est-ce que l'iPhone était vraiment un truc qui a tout... est-ce que le succès de l'iPhone a vraiment cru autant au fil des années? Et donc, si on regarde un graphique qui est un petit peu moins traître, pour reprendre le terme employé par Catherine, mais que j'aime beaucoup, que j'utiliserai aussi, c'est vraiment la perception que nous donne l'autre graphique, c'est que waouh, les iPhones ont été vraiment un succès et ça continue et ça va exploser. Ça a déjà explosé et ça continue. Alors que si on regarde le graphique que j'ai ici, on regarde à chaque fois, on compte sur le trimestre, on regarde quel est le nombre d'iPhones qui ont été vendus. Et certes, il y a eu un peu plus d'iPhones qui ont été vendus en millions, mais la tendance, le fait d'interpréter cette information est complètement différent. On voit que oui, ça a progressé, et puis bon, c'est assez stable quand même dans les statistiques. Alors que l'autre nous suggère que, oh mon Dieu, il y a eu tellement d'iPhones et ça continue et ça continue et tout le monde a un iPhone. Donc c'est problématique parce que du coup, en fonction de la question que vous avez ou du problème que vous avez à répondre, eh bien, il y a un graphique peut suggérer une conclusion assez différente de la réalité. Et donc tout le challenge pour les chercheurs en visualisation d'informations, c'est de comprendre quelle est la bonne représentation pour répondre à certains types de questions. Et il n'y a pas de solution miracle. En fait, la même présentation, pour reprendre une citation de quelqu'un de réputé dans le domaine d'interaction en machine, toutes les choses sont idéales pour certaines tâches et les pires pour d'autres tâches. Si vous prenez une chaise, c'est génial pour s'asseoir, mais c'est horrible pour cuisiner, par exemple. Et donc, c'est pareil en visualisation. Vous allez trouver une visualisation qui marche très bien pour certaines tâches, mais qui ne va pas du tout être adaptée pour d'autres types de questions. Et donc, ce genre de représentation, on a vu, c'était assez problématique au début de la pandémie. On voit les cas qui montent. Donc, si on veut savoir combien de personnes sont infectées,
dans le monde, le cumulatif, ça peut être pertinent, mais ça donne une impression qui est différente, comme quoi les cas continuent de croître à une vitesse phénoménale. Donc, je ne suis pas en train ici d'essayer de minimiser l'ampleur et l'importance de la propagation, mais la façon dont on va interpréter un graphe cumulatif, comme on a vu sur l'iPhone, nous envoie, et malgré nous, même si on est conscient de ça, c'est la perception qui nous dicte ça, va suggérer une conclusion un petit peu, qui dévie un petit peu de la réalité. Donc, et ça dépend encore une fois de la question qu'on cherche à poser, ou de la façon dont on approche la question. Donc, si on veut vraiment voir combien au total il y a de nos jours et combien il y avait 10 jours avant, ça va être la bonne représentation. Mais si on veut voir combien il y a de nouveaux cas par jour, c'est moins facile d'utiliser cette représentation. Et on a vu que, par exemple, le New York Times a changé sa représentation. Et on voit beaucoup plus de nos jours quels sont le nombre de nouveaux cas par jour. Donc ça reste tout à fait alarmant et tout à fait inconfortable comme conclusion, mais peut-être on a une perception un petit peu plus précise au niveau de combien il y a de nouveaux cas par jour, au lieu de voir le nombre de cas total. Donc, ces visualisations, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Elles sont complémentaires et elles permettent d'avoir une calibration, si vous voulez, du problème qui est plus précise que si on montrait qu'une seule visualisation qui essaye d'être le résumé de toute la situation. Donc, c'est important d'avoir plusieurs vues différentes et de réfléchir vraiment qu'est-ce que cette vue essaye de me communiquer. Un autre exemple ici, j'ai un graphique qui montre le nombre de... Donc, désolé pour les thèmes un petit peu lourds, mais c'est des visualisations assez importantes et qui nous permettent de prendre des décisions en tant que citoyen. Donc, ici en politique, il y a une loi qui a été passée en 2005 en Floride, si vous n'êtes pas au courant. Ça s'appelle la Stand Your Ground Law. Et cette loi, en gros, elle dit qu'en Floride, si vous êtes chez vous et que quelqu'un vous agresse, vous avez le droit de pointer une arme sur la personne et de ne pas avoir de répercussions en fait, avec la justice, parce que c'est considéré comme un self-defense. Et donc, cette loi, on peut penser que puisque maintenant les personnes auront moins peur de se défendre, peut-être que ça va diminuer le crime. Ça peut être un raisonnement logique, c'est peut-être ce que les politiciens ont mis en avant. On va réduire le crime parce que maintenant on donne la possibilité aux personnes de se protéger contre le crime en ne les poursuivant pas pour les implications qu'ils vont faire s'ils se défendent. Et donc, le département légal de Floride a fait ce graphique ici qui montre, voilà, après la loi, voici les statistiques. Donc, vous avez au cours du temps, sur l'axe des X, donc de gauche à droite, c'est le temps qui défile, et sur l'axe des Y, c'est le nombre de personnes décédées par un coup de feu avec une arme. Et donc, ce que suggère ce graphique, encore une fois, ce graphique traître, c'est qu'après la loi, c'est chouette, il y a beaucoup moins de personnes qui ont été tuées. Et en fait, pas du tout, parce que si vous avez fait attention correctement à l'axe des Y, vous voyez que les valeurs vont de 0 en descendant vers des valeurs plus importantes. Et donc, ce qui est difficile ici, c'est de réconcilier notre cerveau avec la façon dont le graphique est présenté. On est habitué à ce que 0 il soit en bas et les valeurs montent. Donc, quand on regarde ce graphe et qu'on ne réfléchit pas trop, comme c'est souvent le cas quand on consomme ce genre de visualisation, on fait « Ah, bah, c'est super, ça descend, très bien, on a gagné ». Alors que pas du tout, on a l'effet inverse. Et ce qu'on aurait dû avoir, c'est un graphique qui montre ça. Évidemment, quand vous dites aux personnes « Vous pouvez tirer sur quelqu'un », et vous n'aurez pas d'ennui, les gens tirent sur les gens et puis ils n'ont pas d'ennui, donc ça croît le crime, évidemment. Et donc, c'est dangereux donc, d'avoir des visualisations qui soient traîtres comme ça, parce que ça masque l'information donc pour le public, et c'est difficile de toujours être très vigilant en tant que public et audience de ce genre de représentation, de pouvoir décoder les choses. Donc, il faut prendre le temps, s'arrêter, regarder bien les choses. En vrai, ce graphique précédent, il ne ment pas.
en soi, parce que vous avez toute l'information. Si vous voulez, je peux vous dire, oui, oui, l'information, elle est là, mais il est traître dans le sens où, oui, il casse les conventions et du coup, ce n'est pas la façon dont la personne va approcher le graphique du départ. J'ai encore un petit exercice ici. C'est une vidéo, donc j'espère que la vidéo va être assez fluide de votre côté. Donc, on a des joueurs de basket ici, donc une équipe qui porte des t-shirts blancs et une équipe qui porte des t-shirts noirs. Et donc, l'exercice que je vous demande de faire, c'est de compter combien de passes les joueurs qui sont en t-shirt blanc ils font entre eux. Donc, soyez attentifs et comptez combien de fois le ballon est passé de l'un à l'autre joueur dans l'équipe des personnes en t-shirt blanc. J'ai coupé le son volontairement pour des raisons techniques. Hop, donc ils vont commencer à jouer. Hop. Alors, je ne vais pas attendre la réponse parce que dans l'intérêt du temps, je vais plutôt avancer. Mais normalement, donc si vous avez bien compté, vous avez dû compter 13 passes. Mais mon but de mon exercice, c'est est-ce que vous avez vu un ours dans la vidéo qui passait en marchant en moonwalk à l'envers? Donc, je vais rejouer la vidéo et maintenant, ne regardez plus les passes, mais regardez juste la vidéo correctement. La réponse était 13 passes. Est-ce que vous avez vu l'ours qui marche en moonwalk? Donc, faites plus attention au ballon, regardez juste la vidéo normalement. Et là, pof, il y a ce gars en plein milieu qui vient et qui passe en moonwalk alors que les autres, ils jouent au basket. Donc, si vous avez fait cet exercice pour la première fois de votre vie et que vous l'avez fait sérieusement ici, normalement, vous n'avez pas vu l'ours. Et ça, c'est encore un effet de notre cerveau et de notre perception qui nous joue des tours parce qu'on est tellement concentré sur une tâche, alors à ce moment-là, on n'est pas... on manque beaucoup d'informations parce qu'on ne s'est juste pas concentré là-dessus. Donc, pourquoi c'est important? Pour en revenir un petit peu à l'interaction humain-machine, c'est important quand vous faites du design de la conception d'interface graphique. Donc, si vous avez ici une interface qui va changer les écrans comme ça de manière abrupte, il y a beaucoup d'informations que vous perdez parce qu'il y a tout qui part et tout qui s'efface et tout qui revient. C'est assez compliqué. Et on sait que donc l'humain, il aime bien les choses qui sont fluides, il aime bien pouvoir suivre ce qui se passe. Et donc, une interface qui va avoir un petit peu plus d'animation comme ceci permet une expérience utilisateur beaucoup plus confortable parce qu'on n'a pas cet effet de « Ah, c'est passé d'un coup, j'ai raté des informations, etc. » Et donc, la conception d'animation de ce truc, probablement, vous n'y faites plus tellement attention maintenant, mais il y a eu beaucoup de travaux de recherche pour décider quelles sont les bonnes façons d'animer les éléments à l'écran qui vont permettre à la personne d'être le plus à l'aise quand l'information change de manière dynamique à l'écran. Et c'est valable aussi pour les visualisations. Donc, si vous pensez à une visualisation qui va être dynamique, qui change l'évolution des données ou l'évolution des axes, eh bien, au lieu de faire varier les choses de manière abrupte, une animation, c'est plus pertinent, c'est plus facile à suivre. Mais il y a mille et une façons d'animer deux images entre elles. Et donc, vous pouvez animer tout en même temps, avoir des chorégraphies d'animation, etc. Donc, ça encore, ça fait partie de la recherche en interaction machine. Quelle est la meilleure façon de présenter l'information à l'écran et l'information dynamique quand il y a des choses qui ont besoin de changer. Encore un petit exercice, et j'accélère un petit peu comme ça, je vous montre aussi un petit peu de ma recherche. J'étais assez longue sur l'introduction, mais j'aime beaucoup ces activités, donc c'est
c'est que du plaisir. Donc, petit exercice, si vous avez une table devant vous, je vous demande d'allonger le bras et de poser juste tout bêtement le bras sur la table. Et la question que j'ai, ou que vous pouvez regarder, est-ce que votre main, après avoir posé le bras sur la table, est plutôt dans la forme A ou plutôt dans la forme B? Et probablement, vous tous, peut-être à quelques exceptions près, devraient avoir la réponse A. Encore une fois, pourquoi c'est important? Pensez à la conception d'une souris. Ça, c'est la souris du Mac, la Magic Souris, ou je ne sais plus de quand elle date, ni comment elle s'appelle. C'est pas un très bon design pour cette souris parce que la forme de la main, qui est la réponse A de tout à l'heure, eh bien, c'est la forme naturelle qu'on a à peu près au repos. Et donc, si on fait une souris qui a cette forme-là, elle n'est pas ergonomique parce que elle ne permet pas de reposer la main correctement. Une souris qui a plutôt cet aspect-là serait plus agréable. Et donc là encore, on a besoin, donc en interaction en machine, la perception, la cognition, mais aussi l'ergonomie est importante dans ce dialogue entre la personne et le système informatique. Donc il y a aussi tout un pan de la discipline qui s'intéresse à quelles sont les meilleures façons d'interagir avec le contenu informatique, le contenu digital. Et c'est pour ça que vous avez tout plein de nouvelles consoles, manettes de jeux différentes, basées sur le geste, basées sur tout plein d'interactions nouvelles. C'est la même chose quand vous faites de la conception sur téléphone portable. On sait très bien que les personnes vont porter dans la majorité des cas leur téléphone avec une seule main, avec le pouce qui va être mobile pour interagir avec l'écran. Donc, si vous avez du contenu important qui doit être interactif, vous n'allez pas le mettre en haut à gauche de l'écran parce que c'est trop loin pour le pouce. Là, on voit les couleurs qui montrent qu'est-ce qui est facile d'accès en vert, qu'est-ce qui est plus difficile en jaune et ce qui est vraiment difficile en rouge. Et donc, ça nous permet d'avoir de prendre de meilleures décisions quand on fait de la conception d'interface parce qu'on connaît la physionomie et puis les déplacements physiologiques, les déplacements moteurs de la main et du pouce, et donc on peut prédire qu'est-ce qui va être plus facile et qu'est-ce qui peut être plus difficile. Un dernier petit exemple, si je vous demande de tendre vos bras devant vous et de bouger les mains un petit peu. Si je vous demande de faire ça vous pouvez continuer à faire ça pendant 1 minute ou 2. Sûrement, vous allez me dire, non, mais Fanny, il faut arrêter, je suis trop fatiguée maintenant, je ne veux pas garder mes bras comme ça pendant plus longtemps que quelques secondes. Et encore une fois, pourquoi c'est important? Si vous avez vu dans des films qui nous montrent le futur sur les interactions, et pas vraiment le futur, parce que cette interaction, elle existe vraiment, ce système existe vraiment. Donc, c'est un extrait de Minority Report. Et donc, vous avez ici Tom Cruise qui interagit avec un écran très large, avec des gestes pour communiquer, pour élargir les fenêtres, pour sélectionner des éléments et tout. Donc, imaginez-vous avec les bras tendus et à gesticuler comme ça pendant des heures et des heures, aussi longtemps que vous jouez à l'ordinateur ou que vous êtes en train de taper quelque chose à l'ordinateur. C'est super fatigant, donc c'est pas tellement un design qui est vraiment viable parce que ça va être trop fatigant. Donc, encore une fois, c'est des choses qu'on étudie, qu'on regarde et qu'on explore en interaction en machine. Donc, pour résumer un petit peu ce que j'expliquais, donc l'interaction humain-machine, ce qui est important, c'est pas vraiment, c'est une idée reçue de beaucoup de personnes. On me dit toujours, le design des interfaces, comment mettre les boutons correctement, etc. Oui, au final, c'est un produit et c'est un système informatique qu'on va produire parce que c'est la façon d'aider la personne à faire des choses, mais ce qui est important dans la recherche et dans la discipline, c'est de comprendre la personne, l'humain. Quelles sont les choses que la personne veut faire? Quels sont ses désirs? Quelles sont ses contraintes? Quels sont ses fonctionnements cognitifs, psychologiques? Quels sont le contexte social de travail, etc., etc. Donc, c'est vraiment comprendre la personne et ce qu'elle veut faire pour concevoir le système qui est le plus adapté pour aider la personne à faire quelque chose. Donc, si vous pensez à un ascenseur, la personne veut aller en haut, on fait une boîte qui monte.
on ne s'est pas dit quelle doit être la taille, la forme, etc. de l'ascenseur. La première chose, on va fabriquer un système qui va aider les personnes à monter. C'est la façon de raisonner qu'on a. Et souvent, on ne connaît pas quels sont les désirs, les contraintes ou les objectifs des personnes. Et c'est ce que la discipline essaye de comprendre. Donc, très brièvement, je vais vous montrer un petit peu de mes travaux de recherche. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, je fais surtout de la recherche en visualisation d'informations. On a vu quelques exemples de qu'est-ce qui est important de savoir pour concevoir de bonnes visualisations d'informations. Et je fais aussi plus généralement de l'interaction humain-machine. Donc, plus spécifiquement, j'aide les personnes à raisonner avec des données et j'aide les personnes à créer des choses donc, avec des systèmes informatiques. Donc, dans la création, je veux dire de la création artistique. Je vais parler de quelques travaux en création artistique pour le moment. Ici, donc l'idée, l'objectif de la personne, c'est de donner de la vie à une image qui serait autrement statique. Donc ici, on a une image d'une personne qui souffle dans ce truc pour faire des bulles de savon. Et donc, on veut des bulles qui bougent comme ça, qui sortent du petit cercle et qui vont s'envoler dans le vent. Donc, si vous regardez les systèmes d'animation, soit vous allez devoir programmer quelque chose, soit vous allez devoir ouvrir un système relativement complexe, très riche, qui permet de faire de l'animation professionnelle, avec plein de paramètres sur la gravité, etc., générer des particules et tout. Donc, soit vous avez quelque chose, mais il n'y a pas grand-chose qui mappe clairement avec la façon dont je vous exprimerai ce comportement dynamique de la façon la plus naturelle. Donc, si je vous explique, les bulles, elles doivent aller comme ça, je vais vous montrer quelque chose avec les mains. Je vais faire des gestes. Et donc, c'est ce à quoi on a pensé. Au lieu d'avoir plein de menus et boutons et de paramètres à régler avec du texte, des sliders, etc., pourquoi on n'exprimerait pas le mouvement avec les gestes? Et donc, c'est ici ce qui se passe. Donc là, on commence à dessiner des petites bulles de savon et on dit, les bulles, elles vont prendre cette trajectoire générale, et puis elles vont dévier ici un petit peu. Chaque bulle va bouger un petit peu. Donc ici en haut, je vais donner un petit mouvement indépendant à chaque bulle le long de la trajectoire. Et ici en bas, je suis en train d'augmenter la taille dans le temps et d'accélérer la vitesse dans le temps. Donc vous aviez une courbe qui montrait la progression dans le temps. Est-ce que les bulles vont de grand à petit? Et donc vous pouvez dessiner directement la tendance. Donc c'est pas évidemment pour faire des animations, des dessins animés qui se déroulent avec plein d'actions, etc. C'est vraiment ce vocabulaire gestuel, il est adapté pour rendre la vie un petit peu aux images qui seraient statiques. Mais ça ne raconte pas une histoire, ça fait juste du mouvement ambiant dans les images. J'aime beaucoup ce projet parce que je l'ai fait en collaboration avec Autodesk. Donc à Toronto, il y a Autodesk Research, ils ont un bureau. Et donc on a collaboré ensemble et c'est un projet de recherche au départ qui a ensuite donné lieu à un vrai produit qu'ils ont mis sur le marché, qui a eu des prix sur l'iPad, etc. Et donc c'était assez gratifiant de travailler sur ce projet. Je vais zapper cet exemple ici, mais j'ai fait aussi du travail pour peindre dans l'espace et le temps, au lieu d'avoir des animations, de travailler image par image pour des vidéos. On réfléchit à quelles sont les interactions dans lesquelles on reste dans l'image, mais on navigue dans la vidéo en même temps. Je n'ai pas trop le temps d'aller dans le détail. Mais au niveau de la création, comment comprendre, quand vous faites des films, les gens impliqués souvent se réfèrent au storyboard et on sait très bien comment ça fonctionne pour les films qui sont en 2D, mais le film en 3D, ça implique beaucoup d'autres notions qui ne sont pas communes avec l'écran en 2D. Il y a beaucoup de choses, d'effets, etc. qui sont à prendre en compte. Et donc, on a appris en interviewant ces personnes qu'il y avait des limitations du storyboard 2D pour vraiment conceptualiser le film en 3D. Et donc, souvent, ce qu'ils font, ils vont faire du rendu en 3D qui prend un temps monstre.
pour voir si est-ce que les gens ne sont pas trop près dans l'écran, est-ce que ça va marcher avec ces effets de profondeur et tout ça. Donc, un des travaux de recherche que j'ai fait avec des collègues à l'Université de Toronto, c'était quel serait l'outil qui serait bien pour faire des storyboards avec cette notion de distance. Et donc là, ça marche avec des lunettes colorées, si vous voulez, qui vont vous donner vraiment l'impression 3D, mais aussi avec l'effet parallaxe qu'on a vu juste avant. Je vais skipper tout ça parce qu'on n'a pas tellement le temps. Fanny, il y a Catherine qui demande quels sont les logiciels utilisés. Ah, les logiciels utilisés pour? J'imagine pour les graphes 3D, mais 2D, 3D. Pour ça, en fait, on n'utilise pas un logiciel, on crée les logiciels nous-mêmes. Donc, on va ouvrir un outil qui nous permet de programmer et donc on va programmer depuis rien. Et donc, c'est nous qui allons concevoir complètement le système. Donc, c'est nous qui créons le logiciel pour que la personne ensuite puisse utiliser notre logiciel. Donc, c'est la programmation pure et dure. Et là, je ne sais plus en quoi ça a été implémenté, mais ça peut être du Java, du JavaScript, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais oui, on est les concepteurs des logiciels. Donc, j'ai un exemple ici, par exemple, si vous voulez voir avec les couleurs. Quand on doit faire quand on doit sélectionner des couleurs pour appliquer un dessin, on a toujours cette roue de couleurs qui est... je ne sais pas si vous voyez toujours dans l'écran. Oui. Il y a toujours cette roue de couleurs qui n'est pas toujours facile à manipuler. Là, on a fait un système, et ça, c'est encore une fois, donc ça a été implémenté en JavaScript, donc ça tourne en ligne. C'est un outil qui nous permet de sélectionner des couleurs, de créer des palettes de couleurs de manière plus facile. Donc d'habitude, on a ces espèces d'outils et de widgets pour sélectionner les couleurs, donc on peut faire ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si on veut créer un dégradé, par exemple, entre ce rouge et ce vert? C'est difficile. On a créé, par exemple, un outil ici, parce que c'est une tâche de tous les jours. Quand on est designer, même pour faire des présentations ou quoi que ce soit, on a souvent besoin de créer des couleurs. Et donc là, on a une interaction. Je vais rapprocher mon petit carré vert du carré rouge. Hop, il s'est collé. Et maintenant, quand je m'éloigne, hop, il crée tout le dégradé entre les deux. Et donc, de manière très fluide, très simple, l'objectif, c'est de répondre à une tâche. Ma tâche, c'est de créer un gradient de couleur entre ces deux couleurs. Et donc, au lieu d'avoir une série d'opérations complexes qui d'ailleurs n'existent même pas dans la plupart des outils, eh bien, on a créé une interaction qui serait plus efficace. Et ici, par exemple, aussi, les designers, on a appris qu'ils cherchent, ils ont une couleur, mais ils veulent voir toutes les variations autour de cette couleur. Donc, on génère une carte de manière un petit peu complexe avec des optimisations de théorie des couleurs, etc. Mais on crée une carte qui va permettre à la personne de vraiment naviguer les couleurs qui sont proches. Par exemple, celle-ci me plaît. Et donc, une fois que je suis contente avec cette couleur, pareil, hop, je peux continuer à créer mes gradients ici et donc utiliser mes couleurs pour les appliquer sur mon design et voir à quoi ça ressemble. Donc, on regarde en fait, en interaction en machine, on regarde vraiment quelles sont les tâches que les personnes essayent de faire et on essaye de voir qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est plus difficile. Et qu'est-ce qui serait pas mal pour faciliter la tâche de manière... dans le monde de la créativité, de manière à ne pas non plus voler tout l'aspect créatif de la personne. Donc ça, ce qui est machine learning, toutes les choses automatisées, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de permettre à la personne d'avoir les outils qu'il faut pour faire les choses dont elle a besoin. Dans la cuisine, on ne veut pas un cuisinier, on veut des outils pour faire un meilleur repas. Donc là, l'analogie, c'est pareil. On veut des bons outils, et donc les outils, c'est les outils informatiques, pour que les personnes arrivent à faire les choses de manière plus efficace, plus optimale. J'ai plein d'autres travaux sur ma page web, vous pouvez voir des vidéos, etc. Là, c'est des exemples de visualisation d'informations un petit peu plus complexes et riches, adaptés à des problèmes, par exemple, d'analyse de réseaux sociaux. Je n'avais pas l'intention de donner beaucoup de détails, mais pour montrer la variété un petit peu des sujets qu'on peut toucher. Et des résultats de visualisation ici pour aider les linguistes à faire de l'analyse de texte. Donc, ils ont des algorithmes, visualiser le résultat des algorithmes,
de manière efficace pour comprendre qu'est-ce qui change d'un algorithme à l'autre. J'ai aussi des travaux dans la santé, donc essayer de comprendre quelles sont les difficultés pour les médecins. Quand vous allez en consultation avec un médecin, il va avoir 2-3 minutes pour regarder votre dossier avant de vraiment discuter avec vous et de vous ausculter. Et bon, au fur et à mesure des années qui passent, on a un dossier médical qui grossit et qui grossit et qui grossit de plus en plus, et c'est encore plus sérieux pour les personnes avec des maladies plus chroniques. Et recollecter toute cette information pertinente et importante juste avant la consultation, c'est très difficile. Donc, des questions comme quel serait un outil qui permettrait d'extraire l'information importante pour le médecin avant la consultation. Donc ça, c'est un exemple de ce que vous voyez. C'est interactif tout ça, mais je ne montre pas trop de vidéos. Là, c'est pareil, comment on peut aider le diagnostic de maladies génétiques rares. C'est une visualisation donc on a commencé à étudier qu'est-ce que les médecins ont besoin, quelles sont leurs tâches, quelles sont les questions qui se posent et comment on peut générer des visualisations qui les aident à répondre à ces questions. Je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps, je vais aller directement un petit peu vers ma conclusion. J'ai plein de travaux super chouettes que j'aurais bien voulu montrer, mais encore une fois, bon, soit je reviendrai, soit vous allez voir sur ma page web. Mais dans l'intérêt du temps de tout le monde, oui, pour revenir au début, donc interaction humain-machine, j'espère que vous avez bien compris que l'essentiel de mon travail, c'est travailler avec les personnes et pas travailler avec l'ordinateur, et donc c'est vraiment comprendre les gens et les aider en concevant des outils informatiques qui sont adaptés à leurs besoins, aux contraintes et qui permettent donc d'être intégrés correctement dans leur vie et leur pratique. Et ce qui est intéressant donc, dans ma recherche, c'est que souvent on a l'a priori, si vous voyez la bulle à gauche, ce qu'on pense que les utilisateurs font ou la manière dont ils vont utiliser les choses, et c'est vrai en design, c'est pas vraiment restreint à l'informatique, c'est vrai pour tout type d'objet en fait. On a cette impression qu'on sait ce que les gens vont faire avec les objets qu'on crée et tout ça, mais non, en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et donc c'est la bulle que vous voyez à droite. L'intersection entre les deux, elle est petite. Bon, il y a des choses un petit peu qu'on sait, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et donc, c'est ça l'importance de l'interaction humain-machine. Donc, si je voulais designer quelque chose pour améliorer votre expérience de prendre des cours via ces trucs maintenant tout virtuel, eh bien, il faut que j'aille vous observer chez vous, il faut que j'aille vous poser des questions, etc. Parce que je ne vais pas designer quelque chose qui, je crois, va résoudre le problème. J'ai besoin d'étudier qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce qui est difficile. Donc, c'est ça que permet de faire l'interaction humain-machine. Et pour en revenir à mon titre, on parle beaucoup du coup de ramener l'humain dans la boucle avec le machine learning, etc. Mais moi, j'aime pas du tout ça parce qu'on n'est pas les esclaves de l'ordinateur. On n'a pas besoin d'être partie du système informatique, mais plutôt, j'aime bien le voir comme comment intégrer l'ordinateur dans notre boucle à nous, les humains, et c'est ça que ma discipline essaye de faire. Donc là, c'est un exemple à l'aéroport, si vous voulez, la tâche, c'est de regarder quelles sont les personnes qui peuvent passer ou pas. C'est un système qui est très, très bien designé. Vous passez, vous regardez dans l'écran, il regarde votre œil, il scanne votre passeport et vous passez. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien intégré dans la tâche et la forme de l'utilisateur. Voilà pour la présentation. J'espère que je n'ai pas été trop longue en temps, mais j'apprécie énormément d'avoir pu présenter une partie de mes travaux, mais surtout communiquer un petit peu sur la recherche en interaction humain-machine. J'ai encore du temps si vous êtes disponible pour répondre à quelques questions, mais je prendrai pas mal si vous avez d'autres choses à faire et vous voulez vaquer à vos occupations, parce que j'ai été un petit peu trop longue. En tout cas, merci beaucoup. Super. Fanny, on peut attendre un peu si tu veux voir s'il y a des questions. Bien sûr. Oui, puis vu que c'est décalé, ça peut prendre environ, je dirais, 30 secondes. J'ai dans le slide, comme ça on peut voir. Parfait. Je voulais te demander, en fait, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire? Donc, en fait, c'est quoi que tu as étudié tout d'abord, mais aussi pourquoi est-ce que tu as décidé de t'embarquer là-dedans?
Alors, ben, merci pour la question. J'aime bien. J'ai un parcours un peu atypique, mais comme est le cas de tous les chercheurs, je me suis rendu compte. Donc, au départ, quand j'étais plus petite, moi, je voulais être prof de maths. J'adorais les maths. J'étais forte en maths et j'aimais bien ça. Et j'ai toujours aimé aussi l'informatique. On a eu des ordinateurs depuis que je suis toute petite, donc ça sonne. Peut-être quand j'avais votre âge, il n'y avait pas des ordinateurs dans toutes les maisons, etc. Mais mon père était un féru d'informatique et donc on a toujours eu des ordinateurs. Mais bon, au départ, je voulais être prof de maths, j'étais attirée de ça. Je suis arrivée à l'université, les maths m'ont détruit, j'ai plus compris. Tout d'un coup, j'arrivais plus à suivre. Il y avait des concepts complètement nouveaux et tout, et donc j'avais pris un cursus maths informatique. Donc je me suis beaucoup plus penchée sur l'informatique parce que je sais pas, j'ai décroché avec les mathématiques. Au début de l'université. Il a commencé à y avoir des thèmes qui ne me parlaient plus. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'arrivais plus tellement. C'était plus trop mon truc. Donc j'ai continué dans l'informatique et puis bon, ben, j'ai regardé un petit peu. On apprend des choses variées et diverses. Et donc pour mon master, donc j'ai été introduite à la recherche assez tard. J'avais une de mes enseignantes qui faisait justement de la manipulation d'images, de la vidéo et des trucs comme ça. Et donc j'étais intéressée. Elle voulait bien travailler avec moi et on a travaillé sur un projet qui regardait comment extraire des images dans une vidéo qui est de très basse résolution et reconstruire des graphes, etc. Donc j'ai commencé à être embarquée dans la théorie des graphes appliquée à la créativité justement et à la vidéo. Et c'est là que ma recherche a commencé. Donc j'ai fait pas mal de théorie des graphes et de visualisation de graphes durant ma thèse. Donc ça, c'était mes travaux de thèse. Et donc j'ai commencé avec des algorithmes complexes, etc. Et quand je travaillais sur les algorithmes, je me suis dit, bon, mais j'aimerais bien voir ce qu'ils font, ces algorithmes. Donc, j'ai commencé à faire un petit peu de visualisation d'informations. Et au début, j'ai visualisé de manière statique les choses. Et après, je dis, ben, j'aimerais bien changer les choses là directement pour voir qu'est-ce qui se passe si je change ce paramètre ou machin. Et donc, j'ai commencé à faire de l'interaction en machine. Et puis là, je me suis engouffrée. Ce que j'aime énormément dans la discipline interaction en machine et même visualisation d'informations, c'est que je travaille avec des gens et des thèmes complètement divers et variés. Donc, j'adore passer de thèmes qui sont assez lourds et difficiles, mais très importants, comme la médecine, aider des physiciens, aider des médecins, des généticistes à vraiment aider les personnes, à soigner les personnes. Et puis, des choses vachement plus légères, comme la musique ou la peinture, ça fait partie aussi de l'interaction machine. Et les questions scientifiques qu'il y a derrière se rejoignent souvent parce que ça reste du travail créatif et de la consommation d'informations, de l'interaction avec de l'information digitale et puis des personnes et des objectifs et des choses. Donc, je me suis très, très vite laissée engouffrer. Au fur et à mesure, en recherche, vous venez à rencontrer plein de gens qui font plein de choses différentes et passionnantes. Et donc, je suis assez bon public et j'ai trouvé ça fascinant très vite. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai progressé. J'ai fait des allers-retours entre la France et le Canada. J'étais venue à Toronto, puis je suis repartie travailler en France. Mais oui, c'est pas tout tracé et je connais plein de chercheurs qui ont commencé dans une voie, un mathématicien qui s'est mis à faire de l'interaction machine plus tard ou vice-versa. Il y a vraiment pas de tracé prédéfini. Donc, si j'ai un message à faire passer aux jeunes, donc faites ce qui au moment vous paraît juste et vous paraît intéressant. Et c'est possible que ça va changer. Et probablement ça va changer au fil du temps. Et c'est pas grave. Et c'est tant mieux, j'ai même envie de dire, parce que il y a toujours moyen de se réorienter et de faire quelque chose d'un petit peu différent. Tout ce qu'on apprend, j'ai appris l'espagnol dans le temps, ça m'est utile d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut se faire confiance un petit peu sur notre trajectoire. Il n'y a pas de mauvais choix tellement. Si vous avez des ambitions, faites-vous confiance sur les thèmes et ce que vous aimez. Et puis, ça changera sûrement, mais c'est pas grave. Tant que vous faites les choses avec passion et avec ambition, ça va marcher correctement. Super, ben merci. C'était un très beau message, puis ta présentation a été super intéressante, je trouve. Euh,
voilà, donc il n'y a pas plus de commentaires. Donc, je pense que ça fait le tour. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à tous. Ce Voilà. fut un plaisir. J'aurais préféré en personne, comme tout le monde, j'imagine. Les interactions auraient été un petit peu plus fluides, mais merci pour l'opportunité d'être venu. Oui, merci à vous. C'est bon. Ben, au revoir et puis au revoir à tout le monde aussi, puis à Fanny aussi. Et puis, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci, bye.